La voix toltèque de la liberté. Briser les vieux accords. Tout le monde parle de liberté. Sur toute la planète, des peuples, des races, des pays différents se battent pour elle. Mais qu'est-ce que la liberté? En Amérique, les gens prétendent vivre dans un pays libre. Mais sont-ils vraiment libres? Sommes-nous libres d'être qui nous sommes véritablement? La réponse est non. Nous ne le sommes pas. La véritable liberté est de pouvoir être libre d'être qui nous sommes véritablement. Qui nous empêche d'être libres? On accuse le gouvernement, le temps, les parents, la religion. On accuse même Dieu. Mais qui nous en empêche vraiment d'être libres? Nous-mêmes. Que signifie véritablement être libre? Parfois on se marie puis on dit avoir perdu sa liberté. Ensuite on divorce et on n'est toujours pas libre. Qu'est-ce qui nous retient? Pourquoi ne parvient-on pas à être soi-même? Il nous reste de vagues souvenirs d'il y a très longtemps, lorsque nous étions libres et que nous en jouissions pleinement. Mais nous avons oublié ce que signifie vraiment la liberté. Si on regarde un enfant de 2 ou 3 ans, peut-être 4, on voit un être humain libre. Pourquoi est-il libre? Parce qu'il fait ce qu'il veut. Cet être-là est complètement sauvage, comme une fleur, un arbre ou un animal qui n'a pas encore été domestiqué. Sauvage. Et si on regarde des enfants de 2 ou 3 ans, on constate qu'ils arborent la plupart du temps un grand sourire et qu'ils s'amusent. Ils explorent le monde. Ils n'ont pas peur de jouer. Ils ont peur lorsqu'ils se font mal. Ils ont faim. Aucun de leurs besoins n'est pas satisfait. Mais ils ne se soucient pas du passé. Ils se fichent de l'avenir et ne vivent que dans l'instant présent. Les très jeunes enfants n'ont pas peur d'exprimer ce qu'ils ressentent. Ils ont tellement d'amour en eux que, s'ils perçoivent de l'amour, ils se fondent en lui. Ils n'ont aucune peur d'aimer. Voilà la description d'un être humain normal. Enfant, nous n'avons ni peur du futur, ni honte du passé. Notre tendance humaine naturelle est de jouir de la vie, de jouer, d'explorer, d'être heureux, d'aimer. Mais que s'est-il passé chez l'adulte? Pourquoi sommes-nous si différents? Pourquoi ne sommes-nous plus sauvages? Du point de vue de la victime, on peut croire que quelque chose de triste nous est arrivé. Du point de vue du guerrier, ce qui s'est produit est normal. Le livre de la loi, le juge et la victime régissent notre existence. Voilà ce qu'il s'est passé. Nous ne sommes plus libres parce que le juge, la victime et le système de croyances dont ils font partie ne nous permettent pas d'être le personnage que nous sommes vraiment. Dès l'instant que notre esprit a été programmé avec tout ce fatras, nous ne sommes plus heureux. Cette chaîne de programmation continue des enfants par leurs parents, de génération en génération. Cela est tout à fait normal dans la société humaine. Inutile de condamner vos parents parce qu'ils vous ont appris à être comme eux. Que pouvaient-ils vous enseigner d'autre que ce qu'ils savaient? Ils ont fait de leur mieux. Et s'ils vous ont maltraité, c'est en raison de leur propre domestication, de leur propre peur et croyances. Ils ne contrôlaient absolument pas la programmation qu'ils ont reçue. Donc, ils ne pouvaient pas se comporter autrement. Il est inutile de condamner vos parents ou quiconque vous ayant maltraité au cours de votre vie, y compris vous-même. Mais il est temps de mettre un terme à ces mauvais traitements. Il est temps de vous libérer de la tyrannie du juge, en changeant le fondement de vos propres accords. Il est temps de vous libérer du rôle de la victime. Votre vrai moi est encore un petit enfant qui n'a jamais grandi. Parfois, cet enfant surgit lorsque vous vous amusez et que vous jouez, lorsque vous vous sentez heureux, que vous peignez, que vous écrivez de la poésie, que vous jouez du piano
ou que vous vous exprimiez d'une façon ou d'une autre. Ce sont les moments les plus heureux de votre vie, lorsque votre vrai moi se manifeste, que vous ne vous souciez plus du passé, ni de l'avenir. Vous êtes redevenu un enfant. Mais quelque chose transforme tout ceci. On appelle cela les responsabilités. Le juge dit: attends un peu, tu es responsable, tu as des choses à faire, tu dois travailler, tu dois aller à l'école et tu dois gagner ta vie. Toutes ces responsabilités nous reviennent à l'esprit. Nos visages changent et nous redevenons sérieux. Regardez des enfants jouer aux adultes. Leur petite mine change. Je vais faire semblant d'être un avocat, dit l'un d'eux. À l'instant, son visage se transforme et l'expression d'un adulte prend le dessus. Si on va au tribunal, c'est bien le genre de visage que nous y voyons, et celui que nous affichons aussi nous-mêmes. Nous sommes encore des enfants, mais nous avons perdu notre liberté. Ce que nous recherchons, c'est la liberté d'être nous-mêmes, d'exprimer ce que nous sommes. Mais en observant notre vie, nous voyons que la plupart du temps, nous agissons simplement pour faire plaisir à autrui, pour être acceptés par les autres, plutôt que de vivre notre vie pour nous faire plaisir à nous-mêmes. Voilà ce qui est arrivé à notre liberté. Et c'est ainsi que dans notre société et dans les autres sociétés de la planète, 999 personnes sur 1000 sont complètement domestiquées. Le pire est que la plupart d'entre nous ne sont même pas conscients de ne pas être libres. Quelque chose nous le murmure, mais nous ne comprenons pas ce que c'est, ni pourquoi nous ne sommes pas libres. Le problème, pour beaucoup, est qu'ils vivent leur vie sans jamais découvrir que le juge et la victime dirigent leur esprit, de sorte qu'ils n'ont jamais la possibilité de se libérer. La première étape vers la liberté est donc la prise de conscience. On doit premièrement être conscient de ne pas être libre afin de se libérer. On doit être conscient du problème afin de pouvoir y chercher une solution. La prise de conscience est la première étape, car sans elle, rien ne peut changer. Si vous ne vous rendez pas compte que votre esprit est blessé et rempli de poison émotionnel, vous ne pouvez pas commencer à le laver et à guérir ses plaies, et vous continuerez de souffrir. Il n'y a pourtant aucune raison de souffrir. La conscience vous permet de vous rebeller et de dire « cela suffit ». Vous pouvez chercher un moyen de guérir et de transformer votre rêve personnel. Le rêve de la planète n'est qu'un rêve, il n'est même pas réel. Si vous pénétrez dans ce rêve et commencez à remettre en question vos croyances, vous découvrirez que la plupart de celles qui vous ont conduit à meurtrir votre esprit ne sont même pas réelles. Vous vous rendez compte que vous avez souffert toutes ces années pour rien. Pourquoi? Parce que le système de croyances qui vous avait été inculqué est fondé sur des mensonges. Voilà pourquoi il est important de maîtriser votre propre rêve. Et voilà pourquoi les Toltecs sont devenus des maîtres du rêve. Votre vie est la manifestation de votre rêve. C'est une œuvre d'art. Et vous pouvez changer de vie chaque fois que vous n'appréciez pas ce rêve. Les maîtres du rêve font un chef-d'œuvre de leur vie. Ils contrôlent leur rêve en effectuant des choix. Chaque action entraîne des conséquences. Et un maître du rêve est conscient de cette logique, de ces conséquences. Être un Toltec est un mode de vie dans lequel n'existe ni leader, ni disciple. Chacun a et vit sa propre vérité. Un Toltec devient sage, sauvage, et il redevient libre. Il y a 3 maîtrises pour conduire les êtres à devenir des Toltecs. La première est la maîtrise de l'attention. Elle consiste à être conscient de qui l'on est vraiment, avec toutes ses possibilités.
La deuxième est la maîtrise de la transformation. Comment changer? Comment se libérer de sa domestication? La troisième est la maîtrise de l'intention. L'intention, du point de vue des Toltecs, est cette composante de la vie qui rend possible la transformation de l'énergie. C'est cet être vivant unique qui englobe toute l'énergie, ou que l'on appelle Dieu. L'intention est la vie elle-même. C'est l'amour inconditionnel. La maîtrise de l'intention est donc la maîtrise de l'amour. Lorsqu'on évoque la voie toltèque de la liberté, on constate que les Toltecs disposent de toute une cartographie pour se libérer de la domestication. Ils comparent le juge, la victime et le système de croyance à un parasite qui envahit l'esprit humain. De leur point de vue, tous les humains qui ont été domestiqués sont malades, puisqu'un parasite contrôle leur esprit et leur cerveau. Ce parasite se nourrit des émotions négatives issues de la peur. Si l'on regarde la description d'un parasite, on voit qu'il s'agit d'une créature se nourrissant de la vie d'autres êtres vivants et détruisant petit à petit ses hôtes. Le juge, la victime et le système de croyance correspondent tout à fait à cette description. Ensemble, ils représentent un être vivant, constitué d'énergie psychique ou émotionnelle, et cette énergie est vivante. Il ne s'agit bien sûr pas d'énergie matérielle, mais les émotions ne sont pas matérielles non plus. Nos rêves non plus ne sont pas constitués d'énergie matérielle, mais nous savons qu'ils existent. L'une des fonctions du cerveau est de transformer l'énergie matérielle en énergie émotionnelle. Le cerveau est notre usine à émotions. Et nous avons dit que la fonction principale de l'esprit est de rêver. Les Toltecs croient que le parasite, le juge, la victime et le système de croyance, contrôlent votre esprit. Ils contrôlent votre rêve personnel. Le parasite rêve à travers votre esprit et vit sa vie au moyen de votre corps. Il survit grâce aux émotions engendrées par la peur et prospère grâce au drame et aux souffrances. La liberté que nous recherchons, c'est d'utiliser notre propre esprit et notre corps, de vivre notre propre vie et non celle du système de croyance de la société. Lorsque nous découvrons que notre esprit est contrôlé par le juge et la victime, et que le vrai nous est relégué dans un coin, nous avons deux choix. Le premier est de continuer à vivre comme avant, de se soumettre au juge et à la victime, de continuer de vivre le rêve de la planète. Le deuxième consiste à faire ce que font les enfants lorsque les parents veulent les domestiquer. Se rebeller et dire non. Non. Nous pouvons déclarer la guerre aux parasites, et au juge, et à la victime. Déclencher un combat pour conquérir notre indépendance, notre droit à utiliser notre propre esprit et notre propre cerveau. Voilà pourquoi dans toutes les traditions chamaniques de l'Amérique, du Canada à l'Argentine, les chamans se font appeler guerriers, parce qu'ils sont en guerre contre le parasite de l'esprit. Voilà la vraie signification du guerrier. Le guerrier est celui qui se rebelle contre l'invasion du parasite. Il se rebelle et lui déclare la guerre. Cela dit, un guerrier ne signifie pas gagner toutes les batailles. Parfois on en gagne et parfois on en perd. Mais on fait toujours de son mieux. Et au moins, on tente sa chance de redevenir libre. En choisissant cette voie, on y gagne au minimum la dignité de la rébellion, en faisant en sorte de ne plus être les victimes sans défense de ses propres émotions incongrues et du poison émotionnel d'autrui. Même si on succombe à l'ennemi, au parasite, on ne fait pas partie des victimes tombées sans être battues. Dans le meilleur des cas, être un guerrier nous donne l'occasion de transcender le rêve de la planète
est de transformer notre rêve personnel en un rêve appelé paradis. Tout comme l'enfer, le paradis est un lieu qui existe dans notre esprit. Il y règne la joie, on y est heureux, libre d'aimer et d'être qui on est vraiment. On peut atteindre le paradis en étant encore en vie, pas besoin d'attendre d'être mort. Dieu est toujours présent et le royaume des cieux est partout. Dieu est toujours présent et le royaume des cieux est partout. Mais il faut tout d'abord des yeux et des oreilles pour voir et entendre cette vérité. On doit se libérer du parasite. Le parasite peut être comparé à un monstre à 1000 têtes. Chacune de ces têtes est l'une de nos peurs. Si on veut être libre, il faut le détruire. Une solution consiste à attaquer une de ces têtes à la fois, ce qui signifie faire face à ces peurs une par une. Ce processus est lent, mais il fonctionne. Chaque fois qu'on fait face à une de ces peurs, on est un peu plus libre. Une autre approche consiste à cesser de nourrir ce parasite. Si on ne lui donne plus rien à manger, on le tue par inanition. Pour ce faire, il faut contrôler ses émotions. Ne plus entretenir celles qui proviennent de la peur. C'est facile à dire, mais beaucoup plus difficile à faire, parce que le juge et la victime contrôlent notre esprit. Une troisième solution est ce que l'on appelle l'initiation de la mort. On la trouve dans de nombreuses traditions et écoles ésotériques du monde. Elle existe en Inde, en Égypte, en Grèce et en Amérique. Il s'agit d'une mort symbolique qui tue le parasite, sans nuire à notre corps physique. Lorsqu'on meurt symboliquement, le parasite doit mourir. Cette méthode est plus rapide que les deux autres, mais elle est encore plus difficile. Il faut beaucoup de courage pour rencontrer l'ange de la mort. On doit être très fort. Regardons de plus près chacune de ces trois solutions.